5 chronos vintage de folie, vous me connaissez depuis toutes ces années, vous savez que j'en ai vu beaucoup, j'en ai pas mal, mais là je peux vous assurer que la collection de Jérôme à côté de moi, elle va nous fissurer. La semaine dernière, on a eu l'infiniment grand avec Patrice et ses reproductions de montres les plus compliquées x10. Aujourd'hui, on va plonger à l'intérieur en format macro de 5 superbes montres avec une acuité visuelle digne d'un aigle qui fond sur sa proie. Restez avec nous les amis, je vous en dis pas plus. Attention, il y a de belles surprises. Restez avec nous pour découvrir ces 5 montres dans un épisode exceptionnel de Macro Montres entre amis. Salut Jérôme, ça va ? Très bien. Alors, t'es un peu comme un aigle qui fond sur sa proie ? C'était l'idée, effectivement, que j'ai repris pour un projet qui me tenait à cœur pour être dans l'univers de l'horlogerie. C'est bon, on vérifiera tout à l'heure, les amis, s'il touche sa bille dans le vintage. Est-ce qu'il y a une marque qui a un aigle comme logo ? Je vous laisse réfléchir, mais avant toute chose, on commence par... Qu'est-ce que tu as au poignet ? Alors, j'ai une Otavia Heuer, ouais. Donc modèle typique des années 70, elle date de 72. Je peux l'essayer ? Bien évidemment. Alors, c'est un petit feu d'artifice de couleur, parce qu'il y a bien évidemment la lunette GMT classique, rouge et... Moi, ça pète pas de couleur, les amis, avec la speed de mes 50 ans, mais bon, on est de la même génération. Exactement, c'est la même des 50 ans. Donc là, tu as plein de couleurs, tu as du rouge, du orange, du jaune, fluo sur l'aiguille GMT. Ouais. Bien évidemment, rouge et bleu pour la lunette GMT. Modèle automatique, bracelet Guéfrère, ouais. Typique. Donc montre qui est sur le catalogue de l'année 72, entre autres. C'est la, on va dire, 3e génération, parce qu'il y avait une première génération en mécanique, une deuxième avec une boîte et un fond de boîte qui était clipsé. Et là, on est dans les automatiques, on est dans les années 70. Et il y avait une version avec une lunette 1.24. Là, c'est une lunette un petit peu différente, mais... ils ont voulu mettre plein de couleurs, donc les subdiales, tu as des petites aiguilles rouges, tu as l'aiguille GMT qui est jaune fluo avec une flèche, ouais. Après il y aura ce qu'on appelle l'aiguille stabilo, et puis bien évidemment le chrono, les aiguilles du chrono. Donc, ça donc, voilà. C'est une montre que tu as achetée il y a combien de temps ? Alors cette montre, je l'ai achetée il y a 10 ans. Ouais. C'était un collectionneur italien. Ouais. Voilà, pour moi, c'était la suite logique de ma collection. Elle a tout, puisque ma thématique, c'est les chronos, et ma thématique, c'est d'avoir des cadrans pendant inversés. Ouais. Et donc celle-là a aussi un cadran. Donc ça veut dire, tu nous dis rien, parce que je sais, honnêtement, sur les 5 montres qu'il va nous présenter, j'en connais une, je ne savais pas qui venait avec celle-ci. Il y en a une autre là-dedans, mais je ne sais pas à quel moment on va la découvrir. Celle-là, c'est la petite surprise. Tu as d'autres surprises ou pas ? Tu n'es pas obligé de nous répondre, mais on est quand même sacrément... Tu nous diras ouais. Tout à l'heure. Attends, 2 minutes, je regarde quand même si on peut voir des choses sacrément précises là-dedans. C'est vrai que c'est quand même pas mal du tout. Vous avez vu, les amis, cette loupe absolument fantastique. Figurez-vous qu'elle est gravée d'Ailishus. Vous voulez peut-être savoir pourquoi ? Eh bien, parce que, figurez-vous, Jérôme, je l'ai rencontré à Genève pendant la semaine horlogère. Hein. Oui. Tu étais à Time to Watches. Exactement, avec un stand. Voilà, il avait un stand et il a lancé... ce système qui s'appelle Eagle Eye Watches, une loupe d'une franchement belle qualité, tu vas nous en dire plus. Et puis en fait on a discuté montre vintage à Genève, il est de région parisienne, je me suis dit allez bingo, viens nous raconter ta collecte et à l'occasion raconte-nous un peu ton projet Eagle Eye Watches. Donc c'est quoi concrètement ? Tu as une loupe. Il y a une loupe. Un adaptateur avec de la lumière. Exactement. Donc, lumière du jour. Lumière blanche classique, que circulaire, comme aujourd'hui quand on fait des vidéos. 4 lumières UV, donc 4 LED UV, des vrais LED UV. Donc si effectivement... Donc, je vais voir s'il te reste de la matière luminescente. Tu vas voir s'il reste de la matière luminescente. Donc voilà. Et puis une position où il y a les deux, la lumière blanche et la lumière UV. Et donc la loupe en elle-même, donc c'est un corps métallique en aluminium et 5 lentilles à l'intérieur.
ce qu'on a repris d'ailleurs sur notre logo. 5 lentilles, pourquoi? Parce qu'il y a double lentille qui va ouvrir, ce qu'on appelle un fisheye, avec 2 lentilles. Ouais. Une lentille grossissante, on a choisi un seul grossissement, x6. Ouais. Et puis après, deux autres lentilles qui permettent de refermer, de concentrer la lumière. Pas de distorsion. Quasiment aucune distorsion, ça veut dire que sur des écrans sur des cadrans de monte jusqu'à 39-40 mm, on n'a aucune distorsion, on voit tout parfaitement. Et comme je le dis, la bonne nouvelle, c'est qu'on voit tout. La mauvaise nouvelle, peut-être parfois pour certains, on voit tout, mais je pense que c'est un vrai bel outil quand on est fan de montres. Au moins avec ça, on peut en profiter. Fais voir la speed. J'ai déjà regardé à la loupe, elle est aïe, 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 aïe. Non, mais c'est ça la beauté du vintage. Vous voyez, en fait... on voit les petites craquelures, on voit... grande précision. La matière luminescente, on voit tout. Ça doit être aussi un plaisir, hein, quand les montres ont 40 ans. Je te laisse quand même rêver avec ma speed. Hein, bien sûr, elle est magnifique. Donc là, celle-là, gamme de prix de ça aujourd'hui, grosse maille. Grosse maille, sur ce modèle-là, on est, on va dire, entre... ça dépend l'état, mais on est plutôt aux alentours de 10K. On est entre 8 et 10 en fonction. En fait, la rareté... Ça a été impacté par le marché qui est à la baisse. Oui, le marché est à la baisse. C'est-à-dire que c'est monté beaucoup plus haut. Aujourd'hui, c'est à peu près ça. Alors, le mec, il a un poignet de poulet. Tu sais que c'est interdit, ça. Mais oui, mais j'ai un poignet de fille, j'assume. En fait, celle-là, la particularité, c'est effectivement cette aiguille GMT flèche. Après, ils ont changé. Et donc, voilà, la référence est 1163 automatique. Et en fait, il y a 2 versions. Et avant, il y avait 2 autres versions de GMT qui, alors là, coûtent très cher. Calibre 12 ou calibre 11 ? Alors, calibre 12, parce qu'en fait, c'est l'évolution du calibre 11 qui est sorti sur la Carrera, l'Ottavia et la Monaco, que tout le monde connaît, la 1133B, c'est un calibre 11, le premier. Et ça, c'est l'évolution, c'est le calibre 12. Il n'y a pas beaucoup de différence. Et ce calibre 12, ils lui ont rajouté, c'est pour ça que la boîte est assez épaisse, ils lui ont rajouté le module GMT. Ah, bah oui, je suis bien sûr. Et donc, calibre 12, c'est toujours GMT ? Alors, c'est pas toujours GMT, mais sur le calibre 12, en tout cas, à la base, les premières GMT, c'est-à-dire sur un calibre, la première automatique, c'est le calibre 11. Là, sur le calibre 12, ils ont rajouté le module GMT, ce que faisait ailleurs. Il y a une autre caractéristique, dis-moi si je me trompe, c'est qu'il n'y a pas de petite seconde. Il n'y a pas de petite seconde. Donc ça veut dire que si tu lances pas le chrono, il ne se passe rien. Et si tu lances pas le chrono, il ne se passe rien. Mais attends, ER, c'est un truc de course, ça. Donc soit tu es en course et il se passe quelque chose, soit il se passe rien. C'est exactement ça. C'est le mouvement chronométrique, enfin, tout le monde connaît. Hein. C'est le premier deal qui a été passé avec un logo ER sur une Ferrari. T'as vu, mec ? Il y a même le logo Daily Shoes dessus. Il est sympa comme tout, Jérôme. Mais en fait, il n'est pas que sympa, les amis. Et moi non plus. Moi, je me suis dit, mais attends, ça, c'est le produit dont j'ai besoin, moi, pour faire les prises de vue des épisodes. Et donc j'ai dit à Jérôme, viens nous raconter tout ça. Et ce serait cool si on essayait de faire un truc ensemble. Donc qu'est-ce qu'on a décidé de faire ? Qu'est-ce que tu as proposé de faire ? Une série limitée, gravée Daily Shoes ? Exactement. Combien d'exemplaires ? Alors on va faire 15 exemplaires dans une boîte spéciale où on va faire un full set. C'est-à-dire notre full set, la loupe, bien évidemment, gravée, la lumière, et puis on a créé une pince universelle qui s'adapte sur tous les smartphones. Regardez, on la met aussi dans la boîte. C'est là. Voilà. Eagle Eye Watches, il y en a 15 exemplaires Daily Shoes. Oui. Tout ça, la loupe coûte 250 €. L'adaptateur lumineux coûte 95. Oui. La pince... Pour faire des photos, les photos que j'ai faites, les photos macro, je les ai faites avec cet outil-là et je vais l'utiliser dorénavant lorsque j'enregistre Petite Montre entre amis. Eh bien, le pack complet avec le code Daily Shoes, comme c'est écrit ici et vous l'avez évidemment en description, eh bien, vous avez les frais de port, la gravure et la pince. Qui permet de fixer ça, pince universelle, qui permet de fixer votre téléphone mobile, de régler votre loupe et de faire des photos comme je l'ai fait. Tout ça pour 345 €. C'est exactement ça, et série limitée, accès sur le site. Et avec sur ton site internet. Sur le site internet. Évidemment les amis, si vous ne voulez pas la pince et si vous ne voulez pas l'adaptateur lumineux qui se recharge ici avec un
port USB 3, vous pouvez simplement acheter la loupe qui est ici. Elle ne sera pas gravée d'Alishus, mais vous pouvez l'acheter pour l'utiliser avec vos montres ou n'importe quoi d'autre. Tout à fait. Ça coûte 250 €, mais vous aurez les frais de port. Et il y aura les frais de port. Voilà. Code d'Alishus sur... je vous ai mis une URL en dessous qui est traquée, hein, forcément. Il faut aussi qu'on fasse bouillir la marmite un petit peu sur ce sujet-là. Vous nous direz en commentaire, bien évidemment, ce que vous pensez des prises de vue en format macro. Et sur ce modèle-là, là, on a vu forcément une aiguille jaune fluo, typique des 70s. Quelle année celle-là ? 72. Celle-là est de 72. 1972. Une année fort connue dans l'horlogerie pour être l'année de lancement de la Royal Oak. De notre ami Genta Audemars Piguet. On enchaîne avec une montre suivante ou pas ? Oui. Alors, là, on est là pour je pioche toujours dans ma mallette. Je pose. Qu'est-ce que je prends ici au hasard ? Est-ce que c'est celle dont je suis au courant ? Oh putain, la vache. Ah là, on a une montre que j'ai jamais vue. Alors, je ne sais pas exactement laquelle c'est. C'est un Compax Universal Genève Anslir. Est-ce que c'est pas... Alors oui, mais sauf qu'il y en a eu plusieurs. C'est pas la Nina Rint quelque chose, ça ? Alors, c'est la Nina Rint. Ouais. Alors, ce qu'on appelle la Rint, puisqu'il y avait un couple magique sur les circuits dans fin des années 60 et surtout les années 70. C'était le couple Rint, puisque lui était pilote, Joachim Rindt, qui malheureusement s'est tué sur un circuit. Et il avait une montre. Et son épouse avait ce modèle-là, alors avec un bracelet cuir comme ça se faisait comme sur les bandes à l'époque. Et donc c'est ce qu'on appelle, elle avait ça, et elle avait avec un panda, c'est-à-dire cadran blanc subdial noir. Et ça c'est le panda inversé, donc on l'a appelé... Parce que tu l'as réglé pour moi celle-là non, elle te sert un peu. Elle te sert un peu. Donc c'est ce qu'on appelle Léville Nina, donc c'est pareil, chrono. Parce qu'elle est différente de la Nina. Nina, c'est panda. Nina c'est panda, et Léville Nina, on l'a appelé comme ça, c'est panda inversé. Donc ce modèle-là, en plus, c'est le modèle qu'elle porte au sens où il y a eu deux versions. Là, tu as les aiguilles, en tout cas pour les subdiales à l'intérieur, tu as des aiguilles bâtons, donc rectangulaires, que moi je préfère. Tu as un modèle qui existe aussi avec les aiguilles beaucoup plus fines. Et puis ton aiguille de chrono rouge, Universal Genève, qui fait un peu l'actualité puisque racheté par Breitling, je pense que tu le sais. Avec le temps et beaucoup de patience, j'ai réussi à trouver un bracelet métallique Universal Genève, fait par Guéfrère aussi, avec le logo Universal. Et la particularité, effectivement, de cette montre, c'est le chrono typique des années 60. Typique pour les connaisseurs. Alors, typique pour les connaisseurs, en termes de taille... Enfin, pour les connaisseurs, pour les 36, amateurs, parce que c'est tout petit, en fait. Voilà, c'est-à-dire que... Pour ceux qui sont... par rapport à ma speed, là. Alors, par rapport à la speed... Non, mais là, c'est un truc de Lilliputien que t'as. Ah ben, c'est petit format. Combien la speed ? 42. Voilà. Et bien là, on est sur du 36. Et à l'époque, je rappelle quand même que, même pour les fans de Rolex, une Paul Newman, c'est petit. Hein. Une Carrera, Heuer, c'est petit. Ouais, c'est du 36. C'est du 36. Ouais. Et là, on retrouve un truc... qui est extrêmement intéressant, mais je ne connais pas bien exactement l'histoire. Je sais qu'il y a moonface.fr, un site super, absolument fantastique. Il y a sûrement l'explication s'il veut nous la donner en commentaire, mais là on a la même lunette en fait. Il y a à quelque chose près sur l'empiètement des lettres, etc. Mais là tu as une lunette Dot Over 90. Exactement. Et ça c'est toute la proximité entre Omega et Universal Genève à l'époque. Et évidemment là on voit que dans les deux cas on a des anses lyres, on a des anses twistées, très légèrement différentes. Toi, elles sont encore plus lyres, on va dire, sur la tienne. C'est tout l'intérêt de cette montre. C'est-à-dire que cette boîte est fantastique, avec des anses lyres, et elle est... Tu penses qu'ils vont relancer ça ? Pour moi, oui, parce que c'est un modèle mythique. C'est comme tout. Ça va faire monter le prix, hein ? Oui, mais au-delà. D'abord, je l'ai acheté parce qu'elle me plaisait et je l'ai pas acheté parce qu'un jour, je me suis dit que ça avait beaucoup d'argent. Donc, de toute façon, je la vendrai pas. Oui, je pense que si, aujourd'hui, en tout cas, quand on entend le patron de Breitling, il veut positionner la marque haut de gamme, au-dessus de Breitling. En tout cas, c'est comme ça que moi, je le comprends.
Et après, tout le monde connaît la Pole Router. Je pense que ça, c'est un modèle mythique. Il y a la Space Compax, puisque eux aussi, comme beaucoup, comme Omega, ils ont proposé à la NASA des montres qui pouvaient aller dans l'espace, d'où la Space Compax, qui n'a pas été retenue. Donc oui, pour moi, modèle mythique. Il y a des chances que chronographe, ils ressortent. À voir. C'est possible. Et à mon avis, ils ne le feront pas en 36. Et là, on a, dans le monde des chronographes, les amis, on a quand même le juge de paix, parce que c'est avec Zenith, je veux dire, les Compur, Bicompax, Compax, Tricompax, je veux dire, c'est eux, avec des calibres Martel à l'époque. Tout à fait. Qui d'ailleurs, Martel ayant été racheté par Zenith et qui a été un peu la base industrielle de la réflexion des horlogers de Zenith pour faire le El Primero. Donc là, on a bien un Compax, les amis. 3 compteurs, 3 heures, 9 heures, 6 heures. Tricompax, il faut qu'il y ait 4 sous-cadrans. Donc généralement, il y a une phase de lune ou qui se trouve à midi. Un quantième annuel. Un quantième, tout à fait. Et ce qui est assez surprenant, t'aimes les bagnoles aussi ou pas? Un peu. Tu vois, là, on a Baltic qui a sorti une Tricompax, alors qu'en fait, c'est une Compax. C'est une Compax. Voilà. Mais finalement, c'est plus simple à comprendre. Parce que de se dire Tricompax 3, Bicompax 2, alors qu'en fait, non. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Les vrais amateurs de chrono disent toujours que de toute façon, le plus équilibré, ça n'est pas quand il y a 3 compteurs, 3 subdials, mais que 2, puisque ça équilibre parfaitement la montre. Bon, après le 3 compteurs, c'est quand même mythique. Oui, parce que ce que j'en ai toujours compris, et je pense que Moonphase y était pour quelque chose là-dedans, il y a tout un tas d'articles qui sont intéressants, c'est que pourquoi ça s'appelle Compax et pas Tricompax? Parce qu'en fait, Compax, ça veut dire qu'il y a Tricompax, c'est le nombre de sous-cadrans additionnels sur un chrono au-delà de la petite seconde. Voilà. Et là, on a une petite seconde à 9 heures, donc en fait, il n'y a que 2 sous-cadrans additionnels. Donc ça, c'est un Compax. Voilà, Tricompax, il y en a 4. T'as mis un Tricompax ou pas? Je n'ai pas mis de Tricompax. Honnêtement, c'est curieux comme montre, c'est beaucoup plus petit. Et puis, il y a un bracelet qui est quand même très, très sympa. Voilà. Qu'on ne voit plus aujourd'hui. Qui est très compliqué à trouver parce que c'est un gai frère. Et puis, comme les rencontres horlogères, de temps en temps, on a de la chance, puis de temps en temps, on n'en a pas. C'est un monsieur qui ne savait pas ce qu'il avait et il l'avait sur une autre montre. Ouais. Et il m'a dit, est-ce que ça vous intéresse? Et donc j'ai réussi à le trouver. Mais ça fait, je l'ai cherché pendant Tu sais que j'ai le Eagle Eye. Sans le Eagle Eye, c'est que j'ai tout de suite vérifié s'il y avait le petit poinçon en tête de cerf. Oui. Typique de Guéfrère, et effectivement c'est le cas. J'aurais pu regarder avec la loupe, bien évidemment, que vous avez juste ici, on en reparlera tout à l'heure. C'est pas mal ça. Première belle montre dans cet épisode, il y en a d'autres? Il y en a combien en tout? Il y en a. Je me démerde. Je fouille. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, là on est sur un bracelet cuir, ça n'a rien à voir, il n'y a que des chronos. Il n'y a que des chronos. Et un qui devrait faire sourire tout le monde, à mon avis. Non mais là, attendez, là, purée, mais c'est des Hanse Speedman, ça. C'est une Speedman case. Mulco Prima. Yes. Jamais vu. Là, c'est quoi? C'est années 40 peut-être? Non, 50, oui, c'est ça. 40. Oui, c'est fin des années 40, années 50. Alors moi j'ai flashé sur cette montre qui pour moi est un peu la quintessence même d'habitude je repars ça. Avec une montre, mais là je vais repartir avec plusieurs. Je sais pas pourquoi il va repartir tout nu. Alors Mulco Prima. En fait, d'abord Mulco, je pense que peu de gens connaissent, en tout cas les amateurs de chrono éventuellement, mais c'est pas la marque la plus connue. Moi je connaissais pas pour le coup. Voilà. Alors cette montre, elle a différentes particularités. La première, et c'est surtout pour ça que moi je la voulais, c'est une boîte Spillman, donc fournisseur de boîtes pour des grandes maisons, des très grandes maisons, même très connues aujourd'hui. Avec la particularité de cette boîte, c'est-à-dire un fond vissé avec octogonal derrière, quand tu vois le fond, et puis les pans coupés, typique de ça, et boîte dite hermétique, puisque le but était de rendre ces montres, non pas pour qu'elles aillent sous l'eau, mais en tout cas les rendre le plus hermétique possible. Donc ça, c'est la première chose. Et puis deuxième particularité de cette montre, c'est les poussoirs, ce qu'on appelle les poussoirs
téton, puisque tout le monde connaît, on peut le voir hein, sur la Speed ou sur celle d'avant. On a un capuchon qui vient pour le poussoir. Là, on a ce qu'on appelle des poussoirs tétons, c'est-à-dire des petits tétons là-dessus. Super original. Super original. Le problème de ça, c'est qu'en termes d'humidité, ils ont voulu faire une boîte étanche, mais avec ce type, effectivement, de poussoir très compliqué, parce qu'il n'y a pas le capuchon qui vient protéger. Ils l'ont su après. Alors, ils l'ont su après, et puis c'est compliqué à trouver aujourd'hui parce que certains les ont remplacés en disant que c'était trop compliqué. Et donc, arriver à en trouver une avec boîte Spillman et les poussoirs tétons, voilà, c'était une petite quête, mais je prends. Tu prends? Ouais, je prends. Et puis après, cadran noir, parce que c'est ce que moi je préfère, aiguille, avec une jolie patine, et puis une montre très attachante, 37 mm, 37-38 si je ne m'abuse, donc plus grosse que ce que tu as sorti juste avant, à savoir la Rint. Mais très très belle montre. Et on a des aiguilles seringues. Hein. Alors aiguilles seringues, très typiques des chronos comme ça. Ce qui moi sont mes aiguilles préférées. Unicompax, on va dire. Exactement. Aiguilles seringues qui pour moi sont les aiguilles les plus sympas. Voilà, elle a tout pour moi, elle a tout. C'est voilà. Toi qui es fan de vintage manifestement, sauf si je me trompe, les amis, pourquoi, d'après toi, personne dans le... Dieu sait que le néo-vintage, il est quand même partout, ça dégouline peut-être parfois trop, vous savez que c'est pas trop à cam. Après, il y a ceux qui arrivent à super bien le faire, Baltic arrive vraiment à sortir des choses, etc. Même si moi, ça me touche pas plus que ça. Il y en a pas mal qui viennent sur les Hans Lear. Serica, tu vois, typiquement. Oui, tout à fait. Personne vient sur les Hans Spillman. Parce que Spillman, Charles Rodolphe Spillman, en fait, c'est celui qui a breveté à son nom, puis, ou alors non, c'est Perego, puis Spillman, puis tout ça a été revendu à Rolex, le brevet de l'Oyster Case, puisque le premier boîtier Oyster de 1920 et des brouettes, c'est fait chez Spillman. Et d'ailleurs, Spillman a été racheté par Rolex, bien plus tard, etc. Pourquoi personne revient avec des modèles comme ça? Ou alors je ne les ai pas vus? Pour moi, il n'y a pas. Et après, c'est une boîte particulière. C'est-à-dire que c'est une boîte ronde. Et au lieu que tout soit arrondi, c'est quand même le fameux pan coupé. C'est ça qui est sympa. Moi, c'est ce que je trouve sympathique. Alors après, effectivement, tout le monde connaît la Royal Oak, les pans coupés, etc. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. À ma connaissance, non, il n'y a pas de réédition, on va dire, de ce type de choses. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que soit on est fan de vintage et on accepte l'état de sa montre. Là, on est dans une montre qui est dans un état cosmétique. On a l'impression qu'elle sort du poignet de celui qu'il avait à l'époque. Et c'est ça la beauté du truc. Après, c'est comme tout. Il y a des gens qui aiment... moi, j'aime bien les montres qui ont une patine, mais c'est vrai qu'à la base, j'adore les montres vintage qui sont très, très belles, très bien conservées. Je ne vais pas dire nose parce que c'est quasiment impossible, mais on peut. Hein. Il y a des montres, elles ont dormi pendant 25 ans dans un coffre. Ta Otavia, elle est notamment avec son boîtier à brosser soleillé, est vraiment en très très bel état. Celle-ci aussi, mais bon, il y a 30 ans d'écart. Hein. Exactement. Et forcément, ça pèse. Ton cadran est dans un état nickel, tes aiguilles aussi. C'est franchement... Donc, qu'est-ce qui t'a séduit là-dedans, alors? C'est une autre génération, parce que tu parles de panda inversé, mais là, c'est pas le cas. En fait, là, c'était, pour moi, c'est ce que j'ai dit, c'est la quintessence du vintage. C'est-à-dire que poussoir téton... moi, mon parcours a été de trouver principalement des chronos et de descendre dans le temps. J'ai commencé avec les années 60 et puis je suis un petit peu descendu. Et ça, pour moi, c'était la quintessence au sens où tu as la boîte Spillman, tu as les poussoirs tétons, tu as une très belle patine, tu as les chiffres arabes, tu as les aiguilles seringues. Voilà, c'était... Que demander d'autre? Voilà. Non, mais c'est intéressant, c'est que là, c'est le jour et la nuit en termes de notoriété. Universal Genève, c'est mondialement connu, mais par un tout petit périmètre de passionnés. Exactement. ER, c'est beaucoup plus connu, mais ça a été un peu pas détérioré, parce qu'à un moment, c'est l'histoire horlogère, mais ce que raconte ER, et qui était quand même le monument de la chronographie avec d'autres, je parle de marques, là. Après, il y a les fabricants de mouvements, Leonidas, Minerva, etc. Là, c'est différent. Mais en termes de marque, la marque phare
ER, c'est autant phare en termes de chronographie à l'époque que Universal Genève ou Zénith. Alors, il y a Universal Genève, il y a c'est plus Zénith, comme ça qu'on voit Tag Heuer maintenant. Et puis c'est surtout que Tag Heuer s'est associé avec Breitling, le fameux mouvement chronomatique. C'est vrai. Et ils décident, en fait c'est eux qui décident à un moment donné, ils créent un mouvement à 3 manufactures, dont Breitling et bien évidemment Heuer, qui vont appeler chronomatique. Et Universal Genève. Exactement, et dire on va faire un mouvement automatique, le fameux calibre 11. Et pour avec le micro-rotor. Alors, entre autres, et c'est surtout qu'à l'époque, ils veulent l'appeler chronomatique. Et c'est Jack Heuer qui dit à Breitling, non mais moi, les gens ne vont pas comprendre, donc on va dire automatique, je vous laisse chronomatique. Et Breitling a sorti des modèles avec écrit effectivement chronomatique. Et il y a un modèle qui est la 1133B, enfin la Monaco. Parce que la B, c'est la bleue, après il y a la bleue, noire. Hein. Mais justement, il existe où il y a écrit chronomatique, et ça, c'est une pièce d'une rareté absolue, qui est introuvable, quasiment introuvable. Est-ce à dire que c'est un sujet qui t'intéresse, d'avoir le plus rare du rare? Alors, pendant un moment, c'était de se dire, quitte à faire du vintage, essayer d'aller trouver des choses un peu rares. Après, les prix avaient tellement monté, et sur certaines montres, si tu veux le rare du rare du rare, alors soit tu as un fonds illimité et tu te dis OK, soit à un moment donné, voilà, mais essayer de trouver des petites choses un peu sympas. Là, il va falloir que tu en vendes un paquet des loupes. Des loupes, hein. Vous avez vu comment ça fonctionne, on tourne, on tire. Mais les amis, si vous voulez avoir la loupe qui est logotée d'Ali-Schuss, il y en a que 15. On a fait une série limitée de 15. Franchement, à vous de voir, les amis. Tout ça, c'est accessible sur le site d'Eagle Eye Watches. Je vous mets une URL traquée juste en dessous de la description. Et il y a un code d'Ali-Schuss, comme ça se prononce, qui vous permet d'avoir cette boîte-là, le package complet avec la pince pour les prises de vue, comme moi je les utilise, et les frais de port offerts. Ça, c'est avec le code d'Ali-Schuss, tout ça pour 345 €. Dis donc, ça pèse son poids. C'est le verre qui pèse aussi. Alors oui, parce que c'est des lentilles en verre. Donc, comme je te l'ai dit, il y a 5 lentilles. Ça pèse son poids, oui. C'est aussi gage de qualité. Et puis, on a surtout voulu un système avec très très peu de distorsion et une qualité visuelle top. Donc après, ça permet de tout voir. Voilà. Et de profiter réellement, je pense. Le mec qui demain veut vendre une montre vintage, excuse-moi, je te coupe, et là, si vous dites, demain j'achète une vintage, fais voir, je vais la regarder avec la loupe. Là, il faut être... honnêtement, il faut vraiment aimer le vintage et comprendre ce que c'est, parce que sinon, là c'est le cauchemar, entre guillemets. Celui qui ne sait pas, lui, il voit un vieil objet, et il ne raisonne pas patine du temps, il ne raisonne pas événement, il ne raisonne pas c'est qu'est-ce qu'on cherche, c'est l'éternel débat, c'est qu'est-ce qu'on cherche dans le vintage. C'est une montre qui a 40 ans, 50 ans, 60 ans, alors certaines peuvent être parfaites, mais elles peuvent avoir une imperfection. Mais l'imperfection peut être justement, c'est ça qu'on cherche. C'est je suis entièrement d'accord avec toi. Voilà, une aiguille un bien peu, voilà, des points d'oxydation, une lume particulière qui a teinté. Voilà, la loupe, ça permet de faire ça. Moi, je te dis pas, mais pour l'instant, je suis en train de faire avancer mes préférences entre les trois qu'on a vu, la ER Otavia GMT, la Evil Nina de chez Universal Genève et cette Mulco. Les amis, on vient de voir 3 montres. Avant d'enchaîner sur la suite, vous savez, il y a le célèbre 60 secondes chrono. Et là, attention, je vais le bombarder de questions. On va voir s'il est réactif comme un aigle qui voit à 500 mètres un petit mulot et lui tomber dessus. Alors, est-ce que tu es prêt? Vas-y. Qu'est-ce que tu regardes en premier dans une montre? Le cadran et les aiguilles. T'es plutôt Rolex ou Omega? Rolex. Tu préfères acheter neuf ou d'occasion? D'occasion. Ta marque préférée? Heuer. Est-ce que tu considères une montre comme un bijou? C'est le seul bijou qu'un homme peut porter avec élégance. T'es plus Cartier ou Piaget? Cartier. Ta complication préférée? Chronographe. T'es intéressé par les micro-marques? Ça peut m'arriver, oui. Tu veux en citer une? Oui, parce qu'en plus, c'est un garçon que j'aime beaucoup, Andrea Furlan, de Furlan Marie. C'est une sorte de micro-marque, et effectivement, je ne l'aurais pas forcément mis là-dedans. Tu te vois avec une montre intégralement en or? Oui, bien sûr. Bracelet cuir ou bracelet acier? Alors là, non, entièrement en or, avec le bracelet en or.
Moonswatch ou pas? Oui, 2. Lesquels? La classique de chez Classique, j'ai oublié les 2 noms, mais c'est pas grave, mais j'en ai 2, mes 2 enfants m'ont pris, donc je n'en ai plus. Est-ce que c'est ton truc, les horlogers indépendants? Oui. Là, tu en as parlé. Une montre avec des diamants, c'est too much? Pour moi, oui. Ta prochaine montre? Très bonne question. Ça va être complètement un univers complètement différent. Montre haute horlogerie, accessible, mais je peux pas dire. J'attends. Je veux pas me porter la poisse. La montre préférée de ta collection? Très bonne question. Ma montre favorite, Heuer GMT. Et s'il ne devait t'en rester qu'une? On peut passer ou on est obligé de répondre? On peut passer. Le modèle de tes rêves? Le modèle de mes rêves, une Carrera Heuer Skipper Era. La vache des modèles, les amis, il va me faire galérer pour faire le montage de tout ça parce qu'il va falloir que je regarde à quoi ça ressemble. Heuer, ils ont fait des trucs de ma boule. Là-dessus, il n'y a absolument aucun doute. On enchaîne, on continue à fouiller dans la boîte magique. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? La montre qui va faire rire. Aïe, aïe, aïe! Ah non, mais là, oh purée, là, on va s'éclater, là. Là, les amis, on a une Hublot MDM, la montre des montres. Mais pour qui écrit MDM, là, on est carrément... c'est MDM avant... Oui. C'est Carlo Crocco, designer tout italien, à fait, le premier. Qui a lancé ça, qui a lancé un style. Beaver a fait fortune avec ça. Et aujourd'hui, tout le monde crache sur Hublot. Tout à fait. C'est juste une tuerie, cette tocante. Alors, là, tu me prends par les sentiments, hein? Oui, non, mais c'est la montre qui va faire parler, qui va faire rire en se disant mais comment on peut aimer les chronos et avoir une Hublot? Alors, je vais être assez cash avec toi. Comme beaucoup de gens, j'aime pas la marque, forcément, au départ. Ouais. Mais j'étais ado quand ça sort. Et en fait, ça me faisait rêver. J'avais découpé dans un magazine la montre. Alors, tout le monde connaît ce modèle classique, avec le fameux bracelet en caoutchouc naturel qui sent la vanille. Voilà. Et en fait, c'était un rêve d'ado. Et c'est un chrono, pareil, quartz. Donc là, tout le monde va pouvoir dire que voilà. Et puis, le boucle papillon. Bracelet caoutchouc, quartz, 3 compteurs, pareil, chrono, la bonne taille, parce que après c'est devenu tellement gros, puis moi avec mon poignet de fille, je ne vais pas porter déjà à 42, j'ai du mal, mais alors 44, 45, etc. etc. Et une de mes dernières acquisitions, je me suis dit, mais assume que tu as aimé ça quand tu étais ado, et donc je me suis fait plaisir. Voilà. Mais parce que si tu ne te remets pas dans ta peau d'adolescent, c'était il y a quelques années, les amis, il y a 5-6 ans, là, toi, tu te dirais, c'est pas du tout ta cam? Parce que moi, c'est ma cam grave. Mais moi, j'aime. En fait, ça a toujours été... rien de me dire que tout le monde déteste, ça me plaît. Alors, il y a ce côté-là, voilà, c'est fun, moi je trouve ça sympa, c'est pareil, c'est un petit format, on est sur du 36, et je trouve que c'est très bien. Et au demeurant, on peut féliciter quand même Hublot, puisqu'on peut trouver encore les bracelets. Ah, mais c'est ça que j'avais posé la question. On peut trouver les bracelets, le bracelet, j'ai été obligé de le changer, on le trouve encore, ils ont bien toutes les références, respect pour la marque de ne pas avoir abandonné ça. Voilà, petite montre étanche. Parce que j'imagine que ceux d'époque, ils ont commencé à partir en sucette. Pas tellement. En fait, ils se patinent ou ils brillent et puis ils sentent moins la vanille. Ouais. Mais voilà, moi alors, c'est vraiment en chrono, quand on a parlé chrono, j'ai dit allez, je vais assumer mon côté ado, c'est ça. Pour tout te dire. Et c'est une montre assez féminine aussi, finalement. Aujourd'hui, cette taille-là, portée par une femme, c'est très élégant, c'est très chic. Je vais la prendre pour ma femme. Voilà. Non, mais les choses. Il va pas me rester beaucoup. Claires, voilà. Oui. Là, je sais pas comment je vais faire. Non, il y a un truc aussi qui est intéressant sur ce type de boucle. Voilà, qui s'ouvre comme ça. Faut tirer dessus. Faut pas avoir peur. Boucle papillon. Oui. C'est que le problème, c'est qu'une fois que vous avez. Attendez, je vais y arriver. Voilà. Quand vous changez le bracelet, en fait, il faut le couper à votre taille. Il ne faut pas se louper parce qu'il y a 2 vis de chaque côté. Il y a 4 vis à faire. Et si vous ratez votre truc, c'est fini. Il ne faut pas prendre de poids, il ne faut pas avoir le poignet qui grossit. C'est ça. Mais c'est une montre très
sans avoir à dire que j'avais fait le tour sur le vintage, je me suis dit qu'est-ce qui me fait plaisir. Et en fait, il y a 3 montres qui me faisaient énormément plaisir. Il y avait Breitling, typique des années 80-90. Il y avait cette Hublot et il y avait une Chopard Milmiglia. Voilà, c'est le genre de montre qui me faisait rêver à l'époque. Et c'est ce que je cherche aujourd'hui. Pas trop Chopard, quand même. Tous les ans, ils t'en ressortent une. Moi, je voulais celle de 98 avec le premier bracelet caoutchouc. Ça m'a marqué à l'époque. Celle qui a trace de pneus. Monocompteur. Exactement, trace de pneus. Et la première, exactement. Et la première avec le Milmiglia, la série limitée Milmiglia. D'ailleurs, ils ont exposé là tout, puisque chaque année ils en sortent une, ils les ont toutes exposées. Voilà, ça fait partie de ces montres qui moi m'ont fait rêver quand j'étais ado. Donc aujourd'hui, c'est petit plaisir horloger qui reste très raisonnable. Elle est dans un super état. Il y a une forme de boîte extrêmement intéressante à tout point de vue en termes de finition, à la fois galet, très tiré sur le handling qui n'en est pas un parce que c'est vraiment intéressant. Tu la portes souvent ? Oui, je la porte pas mal. Et puis surtout, on n'a pas besoin de la mettre à l'heure, on n'a pas besoin de la remonter puisque c'est un quartz. C'est très agréable comme montre. Voilà. Ça passe inaperçu. Vraiment, ça coûte pas grand-chose en plus. Non, c'est vraiment sous le radar parce que les gens ne pensent pas à ça quand ils pensent Hublot en fait. Voilà. On va mettre un vote forcément pour savoir quelle est votre montre préférée dans la collection de Jérôme. J'ai peur que... Ah non, je prends la dernière position, je te le dis tout de suite. Ah, sûr. Tu nous diras tout à l'heure ce que tu penses être la montre qui va avoir les meilleures notes. D'accord ? Tout à l'heure. On continue les amis. Là, on avait une Hublot encore labellisée MDM, sachant qu'au départ, la marque c'était MDM. Et le modèle Hublot, puis après, ça s'est inversé. Alors, combien on a encore de montres ? On a encore 2 montres, les amis. Attention, on n'a pas fini. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? Oh putain, alors ça... Ah non, mais là les gars... Oh là 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 là. Une marque jamais passée sur la chaîne, les amis, ni dans Petite Montre Entre Amis, ni dans Duel Time, ni quoi que ce soit, qui est en train de se relancer. Ils étaient à Watches and Wonders, je ne sais pas si tu as eu le temps d'aller les voir. Oui, ils avaient relancé ce modèle-là, et puis les amateurs de montres de plongée, forcément, les Eberhard & Co. On a la Contograph, chronographe, bicompact, date rouge à 6 heures, cadran soleillé gris. Faut pas être pressé pour lire l'heure quand même, parce que là, quelle heure il est ? Attends, je vais regarder sur l'autre, il est midi moins 5, ok, ça marche. C'est un peu particulier là. Alors c'est très particulier. D'abord, Eberhard, c'est quand même une grande marque horlogère. Alors celle-là dit différentes choses. La première, c'est que tu as date rouge, date noire, déjà. Pair, impair. Voilà. Tu as l'index 45 secondes pour le chrono rouge. Enfin, tu as un index à 45 secondes qui est rouge et je vérifie s'il ne nous raconte pas des cracks. Vas-y. Laissez-moi regarder. C'est pas 45 secondes. Avec la loupe magique. Ouais, mais ça sert à quoi ce rouge ? Il y a un 50 aussi. Il y a un 50 aussi. Tu me colles, je ne sais plus. Voilà, j'aurais dû réviser, faire des petites fiches. Tu sais, quand on ne sait pas répondre, je repars avec. J'ai pas mon téléphone, je peux pas chercher, mais voilà. Alors celle-là, pourquoi elle est particulière, c'est que tout le monde connaît, entre guillemets, pour ceux qui sont fans de montres vintage, tout le monde connaît le contographe très classique qui est pendant inversé, donc subdial blanc, et les aiguilles dauphines, pour ceux qui connaissent, bien évidemment. Alors que celle-là, c'est la dernière production. Il y en a eu très peu. Celle-là, comme tu le disais, rare. Tu es dans les années 60. Et la particularité, c'est qu'elle n'a pas les aiguilles dauphines comme on les connaît. Tu as des aiguilles droites, un cadran silver, alors que classiquement, voilà. Alors le côté super, c'est que la montre est comme ça, elle est magnifique. Le côté invivable, mais c'est pas grave, c'est qu'on peut pas bien lire l'heure dessus parce qu'il y a un rayon de soleil dessus. Donc des aiguilles acier sur un cadran acier. Tout ça couleur argentée, c'est pas la peine en fait, c'est compliqué. Et quand on a mon âge et qu'on doit mettre déjà des lunettes pour voir son cadran, voilà, lunettes très belles, le fameux triangle bien évidemment, et puis les chronos. Et surtout, alors la particularité, tu as
le correcteur qui est juste là, sur le côté. Ouais. C'est ça qui était génial, c'est que pour la date, t'appuies, et tu mets... Voilà, t'as pas besoin d'aller... Parce qu'à l'époque, là, je veux pas dire de conneries, mais excusez-moi la vulgarité du propos, mais il me semble qu'à l'époque, Eberhardt faisait son propre calibre là-dessus. Alors oui. Je me trompe ou c'était sur la scientigraphe? Non, ils faisaient Parce que là, le bouton poussoir pour la date ici, soit c'est un module qu'ils ont rajouté, mais il me semble que c'est leur propre calibre. Et ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque, comme beaucoup, ils emboîtent des calibres qui existent déjà. Et donc sur cette montre, donc la date, effectivement, à 6 heures, t'appuies. Alors ce qui était super pratique, pourquoi et c'était la particularité, c'est qu'à l'époque, soit tu n'avais pas la date rapide, pour ceux qui sont fans de Rolex, on va prendre la Rolex où tu tournes, tu fais tes 24 heures, et puis après la date rapide, en avant, en arrière pour passer, et eux avaient un système où tu appuyais avec le correcteur et tu la mettais tout de suite à date. Ok, tu vois, pour moi, le modèle phare de Eberhardt, c'est pas celui-là, c'est le Chrono 4. Avec les 4 sous-cadrans oui, mais ça, t'es beaucoup plus tard. Horizontaux. Ouais, mais je trouve que c'est paradoxal parce qu'ils l'ont relancé, la Chrono 4, depuis quelques années. Ça appartient depuis la fin des années 60, 1969 à la famille Monti, un des Italiens qui était le gros distributeur en Italie d'Eberhardt, qui allait pas bien, qui était en train d'aller au tas, on va dire. Et j'ai le sentiment qu'ils essayent de revenir sur le devant de la scène. Mais tu disais, c'est connu. Si on regarde là, je veux dire, c'est tout juste plus connu que Mulco, quoi. Oui, je veux dire, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais ça n'a pas la notoriété. De toute façon, enfin, la Mulco, même Univers, enfin, qu'on soit clair, hein, Heuer est la marque la plus connue. Je mets Hublot à part parce qu'on connaît les montres modernes Hublot, mais Universal Genève, à part ceux qui sont vraiment fans un peu de montres vintage, c'est pas très connu. Dans les fans de vintage, tu demandes à quelqu'un de te parler tu as un modèle Universal Genève en tête, tout le monde te sort la Paul Router. Ouais, tiens, Eberhardt, ah oui, ça me dit quelque chose de non, mais personne n'a un modèle en tête. Non, mais Mulco, personne n'a de modèle. Heuer, tout le monde mais a Mulco, ils n'étaient pas Watches and Wonders 2024. On est bien d'accord. Voilà, donc les amis, si vous avez une Eberhardt & Co et que vous voulez passer sur la chaîne dans Petite Montre entre amis pour qu'on prenne plus de temps, parce que là, on a toute une collection qu'on découvre absolument fantastique. Tu m'avais dit qu'on allait se faire fissurer. Franchement, les amis, c'est le cas. Là, je ne sais plus où donner de la tête. T'en restes une. Il t'en reste une. Il est pénible, lui, c'est pas possible. Alors, bouge pas, qu'est-ce qu'on a là? Là, on a de la cave, là, on a du truc, là, ça va envoyer du... On est monté, on a fait les années 40-50, on a fait les années 60. Ouais, non, mais là, tu me prends par les sentiments, là. Mais ça, je sais que t'aimes bien, ça. Ah, bah oui, non, mais là, on est sur un look de Speed MK3, etc. Mais en fait, il nous a pas baratiné dans 60 secondes chrono, hein. T'as un vrai problème avec ER. Là, on a une ER Montréal. Alors là, c'est calibre 11 ou 12, alors? Alors ça, c'est calibre 12. Ouais. Parce qu'on est les générations d'après, 72, comme la petite cocotte qui était là avant, au sens où tout ça, c'est la même époque. Hein. Montréal. Hommage à deux choses. D'abord, faut pas oublier qu'il y a eu l'Expo universelle, il y a eu les Jeux Olympiques. On est typique des années 70, gros boîtier. Guy Druck, les amis, champion olympique du 110 mètres. 100 mètres. Donc voilà, elle est déclinée normalement en 3 couleurs. Moi, ma couleur préférée là-dessus, c'est le bleu, puisque tu as le blanc, le noir et le bleu. Tu as un bracelet. C'est fantastique de. Oh là. Ah bah ça c'est pareil, hein, c'est explosion de. Attends, de couleurs. quelle année? 72. Donc la même année que la Otavia. Ouais. Ah ouais, mais alors l'Otavia existait un peu avant. Celle-là est sur le catalogue de 1972. Alors pareil. Typique des années 70, gros boîtier, soleillé, acier. Celle-là a un bracelet que j'ai réussi à trouver ailleurs, voilà, un peu élastique. Qui est superbe. Voilà, qui est très sympa, très années 70. Voilà, du bleu. Alors pareil, là aussi, faut aimer du orange, du bleu, du rouge, du jaune, voilà. Et bien sûr, le côté un peu élastique avec le... Là, tu vas pouvoir la passer sur ton gros poignet ou pas? Hein? Ah, je vais pas pouvoir l'enlever, je vais être obligé de choisir celle-là, alors que j'hésite quand même. T'as un bleu qui claque. Ah ouais, celui-là, il claque. Et alors, ça, c'est la première génération, parce qu'après, ils l'ont continué, le modèle Montréal, et je le trouve moins beau, moins réussi, il y a
moins belle, en fait, la montre. Et puis, il y a ce côté un peu jaune que tu vois là où tu as la glace là-dessus, qui est lié aussi à la colle. Voilà, faut aimer. C'est typique des années 70, c'est gros. Ouais, c'est la montre favorite d'un de mes fils qui m'a expliqué que... Je ne vais pas pouvoir la prendre alors, parce qu'elle doit être pour ton fils. C'est ça. Purée, c'est pas possible. Ce qui est génial, c'est qu'on voit la filiation entre les deux, mais on voit aussi le passage des 60s aux 70s. Exactement. Ça existait avant, bien évidemment. Bien sûr. Et ça, t'es typique d'un années 70, des grosses montres, très... voilà. Toujours automatique, avec la particularité de Heuer sur automatique, c'est-à-dire ta couronne à gauche et tes deux poussoirs à droite, que tu retrouves sur les Carrera automatiques, les Otavia automatiques, la Montréal, bien évidemment, et puis la Monaco, que tout le monde connaît, avec, pareil, le remontoir à gauche et les deux poussoirs à droite. Et tu as un truc aussi que j'aime beaucoup, et ça me fait penser à un chrono que je vois passer parfois d'une marque qui a été rachetée par Breitling il y a très très longtemps, Kellec, avec, comment tu appelles ces aiguilles-là? Alors, des sub... Ouais. J'ai pas non précis. Ça fait très compteur de voiture, en fait. Et effectivement, cette forme rectangulaire avec une pointe, c'est typique sur les années, enfin durant les années 70, c'était le type d'aiguille qui était monté. Je serais incapable de donner un nom précis là-dessus, mais le cadran là est absolument superbe. Les aiguilles sont dans un état magnifique. Là, on peut tout voir. Et ce qui est sympa sur celle-ci, me semble-t-il, qui diffère un petit peu de la Otavia, c'est ça. C'est que là, on a sur la Otavia, on a un chrono GMT, mais qui n'a pas de tachymètre, qui n'a pas de télémètre, etc. Là, on est à la fois sur un pulsomètre. Oui. Et un tachymètre qui est intéressant. Donc on peut mesurer la vitesse et aussi les pulsations. Comme ça, si le gars a un accident parce qu'il roule trop vite, on peut monitorer un certain nombre de ces signaux vitaux sur le sujet. Et c'est vrai que, évidemment... Là, puis ça reste des montres qui étaient aussi portées par des pilotes... voilà, faut pas oublier qu'il y a quand même quelques pilotes très 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 connus, originaires... du Canada. Gilles Villeneuve a porté ça, alors, tu penses je pense qu'à l'époque, oui, c'était le type de chrono qu'il pouvait porter. Ouais. En tout cas, c'était vraiment une montre qu'on pouvait voir au poignet de sportifs et tout. Ça restait de toute façon Heuer qui avait compris un peu avant tout le monde que s'associer à la course automobile, c'était important. Et c'est vrai que premier logo, en fait, sur une voiture. Voilà, ce look plus arrondi, ovoïde, qui est l'une des caractéristiques des 70s. Après, il y a eu les choses type Royal Oak, etc. Mais là, dès qu'on a quelque chose un petit peu qu'on pourrait qualifier de soucoupe volante, là, derrière, chez Heuer, il y a eu la Silverstone, il y a eu la Jarama, il y a eu la Fred Daytona. Non, j'aime dire ça me chauffe, mais c'est vrai que bon... On va faire des amis. Non, mais ce qui est vrai, c'est que Heuer qui était, puisque à la base, Otavia, c'est la compression de auto et aviation, Otavia, mais quand ils ont été sur l'univers automobile, il y a un circuit à Montréal, il y a bien évidemment, ils ont pris le circuit Daytona. Mais c'est postérieur. Bien sûr. Dans l'histoire de Heuer, c'est après. C'est après. Montréal, elle s'appelle pas Montréal parce qu'il y a un circuit. Non, voilà. Mais à chaque fois, il y a quand même un lien au monde automobile. Par contre, effectivement, Daytona, oui, bien sûr. Mais là, t'imagines, t'as ça au poignet. T'as une Alfa Romeo Montréal avec le V8 de malade mental, si elle tourne, parce que c'est quand même une tannée, cette caisse. C'est absolument... Avec les phares qui s'ouvrent, là, t'as l'impression qu'elle a un regard ultra agressif. T'as plus qu'à trouver la voiture. Bon alors, il faut que je réfléchisse quand même. Bouge pas. Est-ce qu'il reste une tocante là-dedans? T'as pas dit qu'il y avait une surprise? Si, j'ai une petite surprise. Il est venu enfin avec un chrono pendant inversé, quoi. Pas du tout. Ça n'a rien à voir, il n'y a pas de chrono? Il n'y a pas de chrono, non. Mais je te la laisse. Je te laisse. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a? En fait, c'est ma... vu de loin, je me suis dit, tiens, corne de vache, on dirait la vacheron Constantin de Les Historiques de Boris. C'est une vacheron. C'est une vacheron Constantin. Ah ouais, non, mais là ça n'a rien à voir. Alors, c'est une complication, vacheron Constantin, acier. Il en reste pas beaucoup, des montres acier chez à part les très modernes, mais voilà. Et en fait, c'était la petite surprise,
c'est que d'abord c'est ma dernière belle montre et belle acquisition, parce que pour marquer le temps tous les 5 ans, à mon âge, j'essaye d'acheter une montre un peu iconique que j'aime beaucoup. C'était Vacheron Constantin, c'était une manufacture que je n'avais pas. Comme on dit, sa sainte trilogie, Audemars, Patek, Vacheron. Donc ça veut dire que dans la collecte, il y a Audemars et Patek sont là. D'accord. Voilà, okay. Et donc là, c'était la troisième. Et je dirais que c'était juste pour montrer l'influence du vintage. Ce modèle, il existe en vintage, bien évidemment. Pour moi, c'est la continuité, c'est une réinterprétation. Elle a une boîte de dingue. Avec les correcteurs, puisque c'est le triple calendar. Ben oui. Et tu as donc deux correcteurs. Jour, le mois, voilà, correcteur. Donc tu as 3 correcteurs en tout, puisque tu as donc l'heure, bien évidemment. Ah oui, tu as voilà, tu as en bas, tu as les secondes, et puis à gauche, tu as le jour. Je vérifie tout ce qu'il me dit avec droite, la loupe, tu as le les mois, amis. Hein. Et tu as une aiguille sur, effectivement, la date. Là, je vois tous les numéros de série, les amis, le truc de malade, et je vois évidemment le poisson de Genève. Le poisson de Genève, qui est là. Et puis le logo sur la masse oscillante que tu as derrière. Voilà. La boucle, Vacheron. Ils ont arrêté ce modèle, en tout cas, en fait, il existait en 2 couleurs, puisque tu avais le chemin de fer où tu as la date, elle existait en rouge et elle existait en bleu. Ouais. Et là, effectivement, ce modèle-là, en rouge, ils l'ont arrêté. Elle est encore au catalogue, mais elle n'est pas en bleu. Mais elle n'est pas dans une collection. Elle est dans leur collection patrimoine. Ouais. Et pour moi, là, en tout cas, sur l'année 2024, elle y est encore, mais je suis pas... Parce que ça, c'est la caractéristique, c'est les caractéristiques de Vacheron qui s'est mis très tardivement à la notion de collection et de gamme. Donc ça, on pourrait dire que c'est une patrimonie, dans le sens où c'est un modèle, mais qui n'a pas de nom, mais qui fait partie c'était une complication. Et puis, pareil, un cadre ensoleillé jaune crème, jaune pâle crème. Ça reste une très très belle manufacture. Et puis, c'était un aboutissement aussi. C'est-à-dire qu'on peut aimer le vintage et avoir ça. Et je trouve que c'est un bon compromis au sens où il y a l'inspiration vintage qui est là sur une très belle manufacture. Qu'est-ce qui t'a décidé tu dis que tu t'achètes une montre tous les 5 ans pour marquer ce passage-là. Chacun son truc, bien évidemment. Mais qu'est-ce qui fait que, alors que tu es venu avec des chronos, je t'ai demandé de faire une sélection de chronos parce que c'est ton truc, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas allé sur un chrono là ? J'ai pas été sur un chrono parce que j'avais envie de la manufacture, en fait. J'avais envie de Vacheron. Et chez Vacheron, il y a ils font pas de chrono. Alors, ils font beaucoup de choses chez Vacheron. Ils font pas de chrono. Non, mais c'est surtout, il fallait trouver un équilibre. Alors, comme je te l'ai dit, oui, j'ai une Patek, mais ma Patek, c'est un secteur dial. Ça veut dire que c'est une montre moderne, c'est une Calatrava, mais avec un secteur dial, parce que le secteur dial, c'est typique des montres vintage. Ça, pour moi, c'est typique des montres vintage. Okay. C'est-à-dire que j'avais envie de la manufacture, mais j'avais envie d'avoir cette influence vintage. Là, l'influence vintage, elle est là, sur la Patek. Donc, est-ce qu'on peut dire que dans tes critères de choix, tu as 2 critères, mais que vintage passe avant chrono ? Vintage passe avant chrono. Okay. Donc ça t'a amené à... Ça a amené à et là, ça. On est sur une vintage récente, parce qu'elle est de quelle année, ça ? Alors ça, c'est très récent. Celle-là, elle date des années 2000. Ça a 20 ans, quoi. Enfin, des années 2000, elle est encore au catalogue. Hein. Okay. Non, elle est encore au catalogue. Mais je croyais qu'il n'y avait que la 56 qui était encore en acier chez Vacheron. Et bien justement, c'est dans ce qu'ils appellent les complications. Alors là encore, désolé pour les puristes, parce que je n'ai pas cette culture horlogère, en tout cas sur Vacheron. Pour moi, c'est une des dernières en complications qui reste en acier, mais je peux me tromper. Et puis après, je vais être très honnête, c'est une question de coût aussi. Parce que Vacheron, pour moi en tout cas, en termes de tarifs, sont très élevés. Ils ont des choses magnifiques, mais c'est très élevé. Là, ça restait, en tout cas en seconde main, ça restait quelque chose d'abordable. Tout est relatif, mais voilà, c'était. Donc là, c'est parmi toutes les montres que tu as présentées aujourd'hui, la seule qui est encore au catalogue, c'est celle-ci. Oui. Mais
manifestement, ta cam, ton truc, c'est d'acheter d'occasion. C'est d'acheter en seconde main. Alors d'abord, je suis fan de vintage, donc les vintage neufs. Comment ça, le vintage neuf, ça n'existe pas? Eh ben non. C'est le néo-vintage poète-poète. Voilà, oui, alors ça, on pourra en parler, mais moi, j'ai acheté d'occasion, puisque c'est du vintage, et dans le moderne, je le dis, c'est seconde main, parce que je pense qu'il y a des prix à un moment donné où... Alors, les amis, il va falloir que vous nous disiez en commentaire laquelle des montres vous préférez. Soit je mets un questionnaire, je sais pas, je verrai comment on fait. En tout cas, dites-nous en commentaire. Si vous n'avez pas liké cette vidéo, les amis, c'est pas bien. Parce que c'est que comme ça que YouTube va comprendre que The Place to Be pour présenter des collections où on parle de passion, d'émotion, de sincérité, de controverse, où on se prend pas la tête, c'est bien évidemment sur la chaîne Daily Shoes. Donc là, laquelle tu préfères, toi, fondamentalement, là-dedans? On a bien compris que ta marque préférée, c'était ER, mais là-dedans, quand tu les regardes, au-delà de combien elles valent, quand tu les as achetées, si tu enlèves la dimension purement émotionnelle, une que tu as achetée pour la naissance d'un de tes gamins, et forcément, elle compte, machin, mais si tu regardes simplement l'esthétique, pourquoi et comment tu la portes, c'est laquelle tu as préférée là-dedans? Puis après, moi, je te dirai laquelle. Surtout celles qui sont là? Ouais. Ma préférée, ça restera la Rindt. Ouais. Pour répondre précisément à ce que tu me dis, d'abord, comme j'ai un petit poignet, 36-37 pour moi c'est l'idéal, donc 36 c'est très bien. Chronographe, voilà. Cadran pendant inversé, parce que ça a été tu gardes la Nina Rindt. Je garde la Rindt et tu alors, qu'est-ce que d'après toi, quelle est ma préférée? D'après moi, quelle est ta préférée? Ouais. Je pense que, étonnamment, mais je pense que la Montréal, très typique des années 70, je pense que c'est quelque chose que tu aimes bien. C'est une vraie bonne question. Allez, je vais dire la Montréal. Tu vas dire la Montréal? Ouais. Ouais. Tu me trompes? Je me trompe. Non, tu te trompes pas. La Montréal, c'est clairement ma cam de montre, mon style. Il y a absolument pas de doute. Mais je me dis, essaye de pas être prisonnier du truc qui te fait le plus kiffer, quoi. Alors. Donc, oui, c'est plus ça. Là où j'ai deux modèles vraiment qui m'ont tapé dans l'œil, c'est la Eberhardt et la Mulco. Ouais. En termes de visibilité, cherche pas. Ouais, non, mais ça. Pour lire l'heure. Voilà. Alors, la Mulco, j'ai envie de faire un petit parallèle avec un chronographe suisse que j'ai acheté il y a quelques temps en plaqué or 14 carats. Oui. Tricompax, c'est beau, ces trucs, ces machins. C'est historique, mais ça me fait penser à les autos anciennes. Vous savez que je suis un grand fan, je ne sais pas si tu le sais, mais des autos anciennes. Et les autos, par exemple, des années 50. Tu vois, là, j'ai l'impression de regarder une Triumph TR3. Et c'est trop vieux pour moi. Donc, je crois que ma plus belle surprise, ça c'est vous le savez, les amis, que j'aime. Donc, moi aussi, je le sais. Donc, c'est trop facile. Et donc là, il y a une montre improbable, look improbable, complètement différente, marque que je qualifie d'inconnue. Oui. Plein de choses à raconter. Je vais aller vérifier, mais je pense qu'il y a un calibre manufacture de l'époque. J'ai un trou, ou en tout cas, quelque chose qu'il faut fabriquer. Voilà. Tu as une lunette qui te permet éventuellement d'avoir un petit chronomètre par heure ou un GMT, le GMT du non fonctionnel, on va dire. Voilà, les amis, je crois que mon choix se porte sur la Eberhardt & Co. Comptographe, absolument phénoménal. Je lui refais un petit tour de loupe quand même. Pas mal du tout. Les amis, on a essayé de faire des super visuels avec Jérôme. Comment je les ai fait, ces visuels? Avec le matériel que j'amène classiquement, et puis dorénavant je viens équipé de la loupe Eagle Eye Watches qui est juste là. Vous pouvez en acheter une si vous voulez avec le lien qui est en description, et vous avez un pack avec une loupe gravée Daily Shoes que vous voyez ici. La loupe, l'éclairage, lumière du jour, UV pour faire ressortir le tritium ou les deux, les deux petites pochettes de transport. Et avec le code Daily Shoes, les amis, vous avez la griffe universelle pour mettre sur votre téléphone, iPhone ou autre, ou
Android et les frais de port offerts, tout ça pour 345 €. Si vous voulez acheter que la loupe, elle est à 250 €. Le code d'Alichouz vous servira à rien dans ce cas-là. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Quel kiff cette collection, les amis. J'espère qu'on s'est régalé. Du matos pour essayer de faire des photos et observer ces montres. Mais avant toute chose, vous avez bien vu qu'on parle de montres et de passion. Tu dois te régaler là avec ce que tu fais. Voilà, c'était rentrer dans l'univers horloger au travers de la loupe. C'était ça qui était important. Voilà, on y va doucement. On a lancé ça et ça plaît. On lui souhaite bonne chance, les amis. Ça vous intéresse, c'est bien. Si ça vous intéresse pas, c'est pas grave. Moi, je vais en profiter pour regarder mes montres à la maison. J'espère que je vais pas prendre peur pour appeler le mec qui me l'a vendu il y a 18 ans. Mais attends, t'as vu dans quel état elle est maintenant, tout ça, c'est sympa. En plus, la préhension est vraiment cool. C'est très différent d'une loupe tout en plastique, qui est aussi sympa parce qu'on peut observer des choses. Je ne sais pas si c'est ma femme qui va être contente de ce truc. Elle va pouvoir l'utiliser. Parce que là, je vais lui dire, attends, je vais sortir la loupe, je vais regarder les montres. Ouais, mais tu les regardais sans la loupe. Et maintenant, je les regarde encore plus et de plus près. Les amis, merci beaucoup. Merci Jérôme. Si vous voulez participer, www.dalichouz.fr, vous claquez un petit like ou un commentaire pour aider au développement de la chaîne. Et puis j'espère qu'on verra des avis sur tes montres sur la plateforme avec des belles photos, forcément. Je vous embrasse. Ciao, ciao!